Bonjour tout le monde. J'étais à San Diego la dernière soirée, et Gérard m'approchait, il disait ok, on va organiser un roadshow en France. Est-ce que tu connais un endroit qui peut être intéressant pour ça? Je rigolais, je dis ouais, la Tour Eiffel. Et voilà, on y est, dans la Tour Eiffel. Mais... Merci d'être venu. Malgré le temps, malgré les complications de la Tour Eiffel, je suis très très heureux de vous voir et d'avoir la communauté FinOps ici en France, ensemble. Donc merci d'être venu. Donc je m'appelle Ruben, je suis directeur de la communauté ici en Europe et je me focus sur créer et grandir une communauté proche, régionale et grandir la profession des practitioners de FinOps. Je suis néerlandophone original. J'essaye de me débrouiller en français. Si ça ne va pas, je peux toujours switcher en néerlandais ou en allemand ou en anglais, mais je vous laisse le choix. Donc voilà, on va commencer par le Code of Conduct. Donc nous sommes une trade organization, nous ne sommes pas une organisation commerciale. Nous avons un but et une mission que je crois en énormément, mais on a 3 règles pour l'audience. Un, c'est de contribute respectfully. Vous êtes dans une audience très gentille. Vous êtes dans la même profession et partagez, apprendre et connecter avec, faites du réseautage avec tout le monde. C'est vraiment quelque chose qu'on aime bien voir. Deuxième, c'est be kind and inclusive. Je ne dois pas me approfondir dans ce moment-là. Et aussi, no sales pitches. Et on est très strict dessus. Il y a des vendeurs de tooling, de conseils. Partagez le conseil, partagez vos connaissances, mais surtout pas focuser sur des sales pitches. Et voilà. Pour ceux qui sont nouveaux au FinOps Foundation, donc nous sommes une organisation non-profit, donc non commerciale. Nous faisons partie du Linux Foundation et notre but, c'est d'avancer tous ceux qui gèrent la valeur du cloud. Et on a 3 piliers pour vous supporter. Un, c'est de créer des connexions, vraiment créer des connexions où vous êtes, où vous travaillez et vraiment connecter avec l'écosystème FinOps. Soit c'est du cloud, soit ce sont des fournisseurs de conseils, soit ce sont des fournisseurs de tooling, mais en tout cas, créer des connexions entre les FinOps practitioners. C'est mon job. Deuxième pilier, c'est on a un portfolio de certification de courses en ligne, soit live, pour vous aider à entraîner et éduquer dans la profession de FinOps. Et le troisième, c'est le sein du FinOps Foundation, c'est vraiment le framework qu'on garde, qu'on évolue et qu'on maintient aussi comme communauté. Et c'est le domains and capabilities que vous pouvez connaître. Mais c'est aussi d'introduire des nouvelles initiatives comme le Project Focus, FinOps Open Cost and Usage Specification. Donc vraiment être la voix de l'industrie, de improve la qualité de notre profession. Et le Focus Project, c'est un des projets que je suis très fier qu'on a lancé. Donc, je vais vous introduire aussi. La FinOps Foundation a commencé en 2019. Moi, j'ai commencé au début de cette année. Et il y a beaucoup en cours à ce moment-là. Nous sommes une organisation de membres, donc vous pouvez nous joindre. Il y a un QR code un peu plus tard. Mais vous pouvez nous joindre comme membre et vous avez accès aux roadshows, the community member calls, the working groups et notre communauté Slack. Mais il y a pas mal de programmes qui sont ouverts au public. Et je voulais souligner 2 programmes qui sont très intéressants. Un, c'est FinOps Landscape. C'est vraiment un panorama de tous les fournisseurs du tooling, des cloud providers, de fournisseurs de conseils. Et vous avez une vue globale sur tout ce qui se passe dans le landscape, FinOps Landscape. Le deuxième programme que je voulais souligner, c'est le FinOps Assessment.
Si vous voulez évaluer votre FinOps practice par rapport aux capabilities et de domaines, nous offrons un assessment qui est en ligne, qui est gratuit, pour vous tester sur ces capabilities et de vraiment fournir un roadmap pour améliorer, des domains and capabilities. Mais qu'est-ce que ça veut dire en France? Moi, je suis directeur de la communauté et moi, j'ai vraiment la cible de vous rencontrer où vous êtes et de vraiment former des initiatives qui sont locales, qui sont régionales, parce qu'il faut parler la même langue, je sais, mais aussi de créer des connexions où vous êtes. On a un environnement Slack avec une chaîne Friends FinOps où tous ceux qui sont approuvés à la communauté ont accès. Le deuxième, c'est qu'on a lancé les Community Member Calls. C'est 1 heure virtuelle. Vous pouvez vous connecter et on discute. Il n'y a pas de présentation. On peut inviter des invités pour parler en FinOps, mais c'est vraiment 1 heure virtuelle de discussion sur le FinOps. Et la troisième chose qu'on commence à faire, c'est aussi le FinOps Roadshow. Donc, j'ai déjà le plaisir de vous annoncer qu'on retourne ici à Paris, début 24. Ça ne sera pas ici, dans la Tour Eiffel, mais quelque part différent, parce que c'est très compliqué. Mais on investit dans cette région, et je pense que c'est très... ça a des valeurs. Tout comme deux points que je veux insister et que je veux vraiment faire un cible pour moi personnellement, on n'a pas d'ambassadeur ici en France, de FinOps Ambassadors ici en France. Le FinOps Ambassador Program, c'est vraiment pour ceux qui veulent représenter le FinOps Community dans son région, de vraiment avoir un rôle leader dans la région et on n'a pas ici en France. Donc si vous êtes intéressé à devenir un FinOps Ambassador, FinOps Foundation Ambassador, je vous invite et j'aimerais bien vous donner plus de détails. Deuxième point, on a lancé le Meetup Program, le Certified Meetup Program. Donc, si dans votre région, vous êtes intéressé à organiser des petits meetups, n'hésitez pas à me contacter et j'aimerais bien voir un meetup à Lyon, par exemple. Donc, j'ai dit que nous sommes une organisation de membres. Il faut être enregistré comme membre individuel. Mais on voit aussi que les sociétés, les organisations qui vendent les plateformes et tools, qui vendent du conseil et même les cloud providers veulent être membres du FinOps Foundation pour vraiment soutenir le FinOps Foundation et ce qu'on fait dans ce monde. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est en train aussi de pivoter vers des sociétés, des enterprises qui veulent soutenir le FinOps Foundation comme société, même s'ils n'offrent pas de FinOps tooling comme Walmart et JP Morgan Chase. Est-ce qu'ils veulent vraiment supporter ce que nous faisons dans le monde de FinOps et être certifiés comme entreprise aussi dans le monde FinOps? Voilà. Un peu de nouveautés. Qui entre vous est FinOps Certified Practitioner? C'est pas mal. N'hésitez pas de collectionner votre FinOps Certified Practitioner Badge ou PIN dans l'entrée, dans la registration. Pour ceux qui n'ont pas encore le FinOps Certified Practitioner Training, on offre une réduction de 20% sur le self-paced online training pour les Certified Practitioners. Deuxième question, c'est qui entre vous est FinOps Professional? On a 2, voilà. On a 3, voilà. Voilà, vous pouvez collectionner votre pinot également à l'entrée. Mais c'est une nouveauté, une grande nouveauté, ce qu'on a à côté du FinOps Certified Practitioner, qui va vraiment sur les 3 dimensions de FinOps. On va lancer le FinOps Certified Engineer. Donc c'est vraiment un entraînement, une certification qui est ciblée vers des ingénieurs qui veulent être certifié dans FinOps. Donc c'est plus ciblé, c'est plus profond et plus technique que le FinOps Certified Practitioner certification qu'on a.
La certification vous aide à chercher un job et de vous mettre un peu plus visible. Je voulais juste souligner qu'on a le jobs.finops.org. Il y a pas mal de jobs en France sur le sujet FinOps. Même si vous êtes en tant qu'entreprise, vous cherchez des FinOps practitioners, n'hésitez pas à mettre les jobs dans notre job board et ils auront la visibilité. Voilà. Vous connaissez le FinOps Framework, donc on a commencé avec la définition en 2019 et ça a évolué pendant les années. Et surtout dans les domains et les capabilities, il y a pas mal qui est ajouté dans le FinOps Framework. Et vous pouvez vous demander, OK, où est le roadmap du FinOps Foundation? Qui gère le roadmap? C'est très simple, c'est vous. C'est vous. Chaque an, on fait le FinOps State of FinOps Survey et l'enquête FinOps State of FinOps. On l'a lancé hier, le nouveau State of FinOps. Donc, je vous invite de remplir cette enquête parce que toutes ces questions, on aura une liste de challenges, tout ce qu'on voit dans la communauté. Et c'est par rapport de ces challenges qu'on voit les trends des challenges et notre Technical Advisory Council actuellement propose un roadmap. OK, on voit qu'il y a un sujet qui doit avoir un peu plus d'attention et voilà, on le met sur le roadmap. La question suivante, c'est OK, qui va le faire? Qui va remplir cette challenge? La réponse, c'est vous. Donc, c'est tout ce qu'on fait dans le working groups. Donc, on organise des working groups sur des sujets. Et ce sont des practitioners, des FinOps practitioners comme vous, qui chaque semaine, pendant 1 heure, se discutent, se débattent sur des challenges et vraiment avoir des solutions. Donc, ici, en octobre, c'est le October FinOps Summit, le online summit qu'on aura la semaine prochaine. Mais on va vous proposer les 5 working group outputs. Et ce que je suis complètement très fier, et c'est vraiment poussé par des practitioners en Europe, c'est le sustainability person. Et là, on doit avoir un peu plus d'attention sur le sustainability component de tout ce qui se passe dans le practice of FinOps. Voilà. Un petit update sur notre FinOps Open Cost and Usage Specification. Donc, on a annoncé ça dans le début de l'année et on a fait pas mal de travail dessus. Donc, on a une version 0.5. Je vous invite de l'aller voir sur notre site web. Et c'est vraiment intéressant de voir toutes les dimensions. Le focus existe pour vraiment créer une spécification entre le billing data, entre les différentes clouds. Donc, si vous avez AWS, Microsoft et Google et Oracle, vraiment traiter les données des 3 ou 4 cloud providers, c'est assez difficile. Avec Focus, on veut vraiment créer une spécification qui facilite la vie et qui facilite le traitement des données. On aura le Focus version 1 en novembre 15. Et on est en train de travailler aussi sur des converters, donc vraiment avoir un converteur entre le cloud billing data d'un cloud provider vers Focus. Donc voilà, pas mal de choses qui sont en train de bouger. Et je vais absolument arrêter à parler en bête français. Et je vais vous proposer le premier présentateur de ce soir. C'est Thierry de Holcim qui vous va parler de son journey de FinOps chez Holcim. Merci. Bonsoir. Wow. Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et puis je remercie beaucoup Ruben d'avoir organisé cet événement, ce qui va nous permettre de nous rencontrer. J'ai déjà eu la chance de rencontrer quelques-uns, mais j'espère de pouvoir prendre le temps d'en rencontrer et de partager plus avant avec certains d'entre vous. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'Holcim et ce que l'on a pu faire par rapport à nos problématiques de coûts. En démarrage, je vais simplement vous dire qui je suis. Thierry Bonneau-Tessier,
Bon, c'est marqué ici. Et mon rôle, principalement, au niveau du département infrastructure, c'est de m'occuper des budgets. Des budgets, c'est-à-dire définir les budgets, passer les commandes, recevoir les factures, suivre les chefs de projet, accompagner les chefs de projet, les projets de cadrage et tous ces éléments-là. Qu'est-ce que je fais en FinOps? Moi, c'est ce que je vais essayer de vous raconter. Et si à la fin, vous êtes convaincu que finalement, soit que j'étais la bonne personne, soit que j'étais au bon endroit, c'est que j'aurais peut-être réussi. Ou alors, si vous me dites que j'avais rien à faire là, j'appellerai mon chef et puis on s'organisera. Alors, qui est Holcim? Pour des Français, Holcim, ça ne parle pas. Si je vous dis Lafarge, peut-être que c'est plus facile. Lafarge et Holcim ont eu la bonne idée de se marier en 2015 pour donner une société qui s'appelle Holcim, qui fait du béton, du granulat et du ciment. Et depuis quelques années, l'entreprise change d'activité et investit des solutions complémentaires par acquisition massive, notamment en Amérique du Nord, pour offrir des solutions complètes dans la construction. Et ça va au niveau de la toiture, l'isolation et également les façades. Dans cette entité, il y a une seule informatique groupe qui, depuis le mois de juillet, a fusionné avec l'équipe digitale. L'équipe digitale était là soit en termes d'avant-garde pour aller chercher des startups, soit accompagner le démarrage vraiment du digital dans l'entreprise. On avait voulu séparer, moi non, mais le CEO avait voulu séparer les deux fonctions. Et donc l'informatique restait plutôt sur un mode traditionnel. Et hop, maintenant on est mariés depuis le 1er juillet, ce qui fait qu'on s'appelle maintenant Groupe Digital Solutions, alors qu'avant on était Groupe IT. Bon. Est-ce que ça change beaucoup de choses? On a toujours en face de nous un métier qui est organisé par zone, donc traditionnellement, on est aussi, de manière miroir, organisé en zone. Vous allez avoir, si vous regardez sur LinkedIn, j'en parle parce que sur LinkedIn, vous pourriez les voir de manière active, vous avez un ADC qui va fonctionner pour l'Amérique, vous avez un EDC qui fonctionne pour IMIA, et puis en Asie, non, vous avez Global Digital Hub, parce qu'ils fournissent aussi des ressources informatiques et des ressources techniques aux autres pays. Les solutions et produits qui ont démarré, comme les acquisitions, sont massivement sur l'Amérique du Nord, c'est géré par l'Amérique du Nord, par l'Amérique. L'infrastructure est une sorte de fournisseur interne qui donne du service de manière homogène, dans la mesure du possible, à l'ensemble des entités applicatives qui elles-mêmes revendent ce service applicatif au pays. Le métier du ciment, du béton, du granulat, c'est un métier pays. Enfin, conceptuellement, quand vous remplissez une toupie avec du béton, vous n'imaginez pas que vous allez la mettre sur un bateau, lui faire traverser la Manche et la livrer en Angleterre. Vous avez une problématique physique qu'il faut traiter et vous majorez considérablement le coût quand vous allez faire du transport. Donc on est historiquement organisé par pays, par zone, et les zones géographiques d'un point de vue métier rapportent tout un membre de l'EXCO. Ce qui fait que l'informatique est organisée de la même manière, l'infrastructure fait ça. Parfait. Ça semble super net et super organisé. Vous dites, mais c'est une entreprise de rêve. C'est parfait, c'est droit. Alors la tour que je présente derrière, qui est à Milan, faite avec du produit Holcim, bien sûr, elle est un peu sismique. C'est-à-dire que l'entreprise, on a une gouvernance très décentralisée. Très décentralisée. Et les pays, des fois, sont très autonomes par rapport à leur zone de rattachement. Bon, alors, il y a toujours les irréductibles français, mais il n'y a pas que des irréductibles français dans l'entreprise, puisqu'il y a 54 pays. Donc on a cette décentralisation-là. On a aussi des problématiques de refacturation des coûts qui parfois imposent des choix qui sont plutôt contraints par la finance que par la partie technologique. C'est-à-dire que quand vous devez refacturer de l'Amérique du Nord au Brésil, vous prenez 42% de taxes. Donc, vous trouvez un fournisseur qui facture directement au Brésil et vous vous abstenez de payer 42% de taxes. Vous avez cette contrainte-là. Et puis, on a toujours quelque chose qu'on appelle une saine émulation ou une saine compétition, qui se résume par « moi, j'innove plus que toi ». Et ce qui fait que chacun essaie de partir un peu en avant pour essayer d'être devant les autres. Et ça existe entre les équipes applicatives, mais il ne faut pas se leurrer, on est tous les mêmes, donc ça existe aussi dans les équipes infrastructures. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En 2015, Lafarge et Holcim se marient, je l'ai dit. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux patrimoines applicatifs, des process un peu différents, des techniques un peu différentes, et quand le métier normalise, les applications normalisent, et l'infrastructure fusionne ses centres informatiques. Et en 2015, on a une première idée de se dire, puisqu'on a une stratégie qui nous dit, dans les années qui viennent, on veut massivement aller sur le cloud, on a fait une première migration, et on a poussé le data center du corporate, il n'y a rien dessus, il y a la conciliation financière, il y a des bricoles, dont on n'a absolument pas besoin pour rapporter ses coûts,
d'un point de vue annuel quand on fait les communications de nos chiffres. Donc on a poussé ça dans le cloud chez Amazon. Parce que le fournisseur principal, et non pas l'unique, c'est Amazon dans notre cas de figure. Donc on pousse ça en 2016. Le périmètre n'est pas énorme, par contre si vous regardez la durée, c'est vraiment conséquent, parce qu'on aimait tellement ce qu'on était en train de faire qu'on l'a presque fait 2 fois. Ou plus exactement, on a beaucoup appris en marchant. Donc on a fait ça là, et puis on s'est un peu posé pour se poser la question de, au fait, est-ce que ça a du sens de bouger en l'état? La réponse est non. Sauf que si vous ne bougez pas en l'état et vous essayez de transformer en même temps, vous allez étendre votre durée de machine, vous allez étendre la totalité, et finalement, en ayant bougé une première fois et en transformant après, parce que le vrai gain, et on est convaincu, le vrai gain est dans la transformation, il n'est pas dans le portage. Si vous bougez et vous transformez, à ce moment-là, c'est presque plus facile, mais c'est un mal nécessaire. Donc on capitalise, et on mobilise tout le monde et on repart. Alors on repart pour faire ça, c'est-à-dire qu'en même temps, on fait la migration des 3 paires de data centers qui avaient eux-mêmes déjà été migrés dans les années précédentes, c'est-à-dire qu'on avait d'abord fusionné, une première fois physiquement, et on fait une deuxième migration vers Amazon. Alors, ce qui était anticipé, c'était que, hop, je vais me décaler, si on était assez content de la formation des équipes, de l'accompagnement et de la capitalisation de tout ce qu'on a pu avoir, ça, pas de problème. On avait aussi anticipé le fait qu'on allait consolider les coûts vers un seul et même fournisseur. Quand on est en été 2021 et qu'on fait un forecast un peu de nos coûts, on se rend compte qu'entre 2018 et 2023, on va multiplier les coûts Amazon par 3,5. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Ça dépendait du départ, mais comme celui-là, je ne vous le livrerai pas, vous pouvez simplement dire que 3 x 5, c'est déjà pas mal. La seule chose, c'est que d'un seul coup, ça devient plus visible. Pas parce qu'il est 3,5 fois plus gros, mais c'est parce qu'avant, on avait des fournisseurs différents. On avait des contrats de matériel, on avait des contrats d'hébergement, on avait tout ça. Et là, d'un seul coup, c'est visible. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième élément qui est, au fait, tout administrateur peut démarrer un service, et d'un seul coup, ce qui était largement contrôlé par les process achats en termes de dépenses, vous renouvelez du matériel de manière épisodique, et bien là, il y a quelqu'un qui s'appelle Procurement et Finance, qui n'est pas vraiment d'accord. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de financiers dans la salle, mais ce n'est pas un modèle qui plaît. Ce qui fait que, été 2021, il y a une injonction qui tombe de la partie directeur financier de l'informatique, qui dit « Eh les gars, faites quelque chose ». Alors il ne le dit pas comme ça, parce qu'il est suisse, donc il est beaucoup plus élégant et beaucoup plus distingué que moi. N'empêche qu'il le dit quand même de cette manière-là. Donc, l'infrastructure ayant en charge toutes les migrations que je vous ai montrées là, par effet de rebond, comme on dépense 80% des coûts à peu près, prend ou récupère l'injonction immédiatement. Par effet de rebond, j'avais participé au cadrage des projets. J'accompagnais les chefs de projet soit en termes de coaching, soit en termes de suivi des budgets. À un moment ou à un autre, ça allait passer dans mes équipes pour passer les commandes et recevoir les coûts. A priori, j'étais une victime, non, j'étais le vainqueur potentiel pour avoir le plaisir de gérer ou de répondre à la mission qui était confiée. Avec un budget astronomique de 0 francs suisses. Faites quelque chose à 0 francs suisses constant. Alors, on fait quoi? Parce que ce que je vous montre là, c'est la partie infrastructure, mais dans un modèle de gouvernance décentralisée, tout le monde avait voulu innover. Ce qui fait que vous pourriez supposer qu'il y avait 4 comptes Amazon ou 3 comptes Amazon dans le paysage. Non. Des comptes Amazon, il y en a tout autour du monde. Pour des bonnes raisons, des raisons de taxes, des raisons de gouvernance, des raisons d'autonomie, des raisons de... Il y en a toujours. Donc, faites quelque chose. Alors, la première chose que je commence à faire, moi, c'est me documenter, parce que ce n'est pas mon monde de départ, on est d'accord. Je regarde ce que peut vouloir dire Amazon, je prends tous les documents que les architectes ont pu faire, puis ça n'a pas de sens. Je ne suis pas Superman. J'ai une journée de travail et des équipes en face. Je ne vais jamais rattraper le problème. Et ce n'est pas moi qui vais expliquer. C'est pas moi qui vais expliquer le problème, c'est que la question est mal formulée ou telle que je l'ai reçue, elle n'est pas bonne. On ne me demande pas d'expliquer ou de mettre les coûts sous contrôle, on me demande de montrer que les coûts sont sous contrôle. Donc la première question, c'est, au fait, Holcim ne paye pas du vent. On ne paye pas rien, c'est-à-dire qu'on ne donne pas un chèque à Amazon tous les mois pour rien. On donne parce qu'on a une dépense qui correspond à un usage, à un coût unitaire. Ça paraît bizarre,
Mais ça, c'est quand même sacrément puissant. Parce que ça, vous êtes capable de l'expliquer. Alors après, il faut plonger dedans. Il faut savoir ce que c'est. Vous avez déjà regardé une facture de fournisseur ? Je vous les prête si vous voulez. Désolé, j'ai fait un peu de bruit en régie. Mais je vous les prête si vous voulez. C'est extrêmement dense, mais vous avez une vision, une sacrée granularité. Mais comment faire pour être capable d'en avoir une conscience plus fine ? Et surtout, comment on communique ça à un directeur financier ? Alors, on a eu la chance, c'est que pendant les premières migrations, on avait défini quelques règles et on s'était posé des questions en termes de tagging, en termes d'alerte, en termes de budget, en termes de saving plan, en termes de réserve instance, en termes de tous ces éléments-là. Et donc, il y en avait un peu partout déjà. Mais, première chose que j'ai faite, moi, mon rôle, c'est les factures. J'ai attrapé les factures, j'ai attrapé les budgets, et avec des collaborateurs, on a défini ça. Est-ce que ça vous parle ? Parce que ça raconte une histoire. Ce qu'on appelle un graphe waterfall en finance, c'est vous avez un élément de départ, vous avez un élément d'arrivée, et entre les deux, vous avez les éléments variables qui expliquent comment vous partez d'une situation A pour aller à une situation B. Et on a fait quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui nous disent qu'il faut suivre les coûts journalièrement, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais d'un point de vue financier, on suit les coûts mensuellement à peu près. Donc comment on s'adaptait ? Et on a répondu de cette manière-là. Quand vous regardez ici, vous avez ici le budget qui est décrit, c'est-à-dire que ça, c'est mon budget défini en 3 postes. Quels sont les coûts que j'avais en fin de l'année dernière ? Quels sont les coûts de mes projets de migration dont je viens de parler, puisque ça, on l'a sorti en 2021. Et quelles sont les licences que je vais acheter à travers Marketplace. Une fois que j'ai sorti ça, j'ai mon budget. C'est facile, c'est dans les comptes. Par contre, tous les mois, je suis capable de donner un évalué. Comment je fais ? Une matière très bête au début. On s'est simplement dit, si je prends mon dernier mois, que je le projette sur la fin de l'année, j'ai un atterrissage budgétaire. Par contre, on ne projette pas à l'identique. Parce qu'entre janvier et février, vous avez 10% de réduction en termes de nombre de jours, et entre février et mars, vous avez 10% d'accroissement. Donc vous êtes obligé, quand vous faites cette prévision-là, de tenir compte du nombre de jours, ce qui fait que dans votre discussion avec la partie financière, vous introduisez déjà cette notion de on paye à l'usage, on paye quelque chose qui existe, on paye quelque chose qui est nécessaire, mais on le paye aussi avec un nombre de jours. On ne le paye pas au mois, on le paye en nombre de jours. Donc on a fait ça pour notre forecast de ce que l'on connaissait, mais le budget il est figé pour ce qui est connu, il n'est pas figé pour les nouveautés, et donc on rajoute et on suit les nouveautés à part, et on a commencé à piloter ça, et en suivant ce document, on a aussi embarqué les équipes. C'est-à-dire que ça, ce que vous voyez là, c'est instancié pour chacun des comptes, et en même temps, chacune des couleurs se décline d'un point de vue mensuel, de manière à ce qu'on puisse voir mois par mois ce qui se passe. On a défini une gouvernance qui disait que tous les mois, il y avait une réunion où on rencontre les opérationnels pour dire vous avez fait quoi, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que l'on va mettre en œuvre. On consolide tout ça et une fois par mois, on a une réunion avec la partie financière. Donc ça, c'est bien, on répondait à la première question. Et donc l'injonction qui était tombée du haut. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'un budget, ça motive quelqu'un ? Vous êtes combien dans la salle à être motivé par les budgets ? Ok, donc je me sens un peu tout seul. Non, très honnêtement, vous ne motivez aucune équipe. Vous n'avez personne qui va vous suivre, vous leur racontez une histoire avec ça, mais ils vous disent déjà, il n'y a pas d'histoire racontée, et deuxièmement, ça ne sert à rien. Donc, en 2021, avec les lectures que j'avais pu avoir, les contacts que j'avais pu avoir, la fondation, les interactions et autres, je dis, je propose une ambition. Moi, je ne suis pas nommé, j'ai juste une mission. J'ai une mission et je propose ça comme ambition pour l'année qui vient. Donc ça, c'était pour 1 an, c'est-à-dire que ça courait on l'a étendu un peu, jusqu'à l'été 2023. Je vais vous le mettre en plus grand, comme ça vous pourrez le voir, si jamais ça peut passer. Donc, la vision ou l'ambition que j'avais, alors c'est la vision ou l'ambition dont je me fais la voix, plus exactement, c'était celle-ci. Je ne sais pas ce qui vous dérange le moins. Globalement, il fallait qu'on aille là-dessus, c'est-à-dire organiser déjà un produit ou quelque chose, un service, dans un environnement qu'on pouvait maîtriser. Parce que quand vous démarrez de rien, si vous devez en plus faire les frais de la saine émulation, entre les différentes équipes, vous n'avancez pas. Là, j'avais la chance, en disant on restreint le périmètre sur l'infrastructure, ça veut dire qu'on a tous un chef commun qui est le CTO. Ça ne marche pas, alors soit on s'organise, soit on ne s'organise pas, puis on en parle. Mais on peut avancer. Autrement, on est bloqué. Qu'on fasse quelque chose ici, qu'on ait un vocabulaire commun, ce n'est pas la même chose entre les différentes équipes, ça se paraît naturel. Utiliser le maximum tout ce que les fournisseurs de cloud pouvaient nous offrir comme service nativement.
transformer notre tableau de bord, qui était un tableau de bord mensuel, voir comment on pouvait automatiser nos KPI, augmenter ou améliorer notre système de tagging, parce que le problème n'est pas de définir un tag. Le problème, c'est de le maintenir. Le problème, c'est de savoir qui le définit, quand est-ce qu'on le fait, pourquoi, comment, etc. Et puis, essayer de capturer des interactions avec le reste, c'est-à-dire que Amazon tombe dans un écosystème, et l'écosystème peut aider à enrichir les rapports, et les éléments d'Amazon aussi peuvent enrichir en retour. Alors, il y a des éléments où on a été très bons, des éléments un peu moins, et puis des éléments où c'est perfectible. Là où on a été je suis assez fier, c'est que malgré le fait qu'on était à 0 € constant, on a réussi à former des personnes et les certifier. Donc on a 7 collaborateurs certifiés. Je suis depuis mars 2022, je crois, donc il faut que je repasse ma certification en mars cette année. On a réussi à faire ça et on a surtout fait travailler des équipes géographiquement différentes, avec des profils techniques différents, et on embarquait la finance dès le démarrage en disant vous êtes co-contributeur de la solution. Donc on a vraiment commencé à organiser ça tous ensemble. On a aussi pu participer, on est allé à Amsterdam, on a aussi pu participer au meet-up de Paris, on a pu participer aux calls qui ont lieu tous les mois, où chacun vient présenter des éléments. Donc ça a été vraiment important. Au niveau de Amazon, on a beaucoup utilisé le MBR pour avoir des informations complémentaires sur ce que l'on pouvait faire en termes de technologie avec l'élément en dessous. J'ai eu la chance avec une personne ici de travailler sur la partie CFM. Le CFM, c'est le framework d'Amazon qui fait la partie cloud economics, c'est-à-dire l'équivalent du framework que Ruben a présenté pour la partie assessment de la maturité, mais là, avec Amazon. Et donc, on l'avait fait fin 2021 pour se donner une première direction, et on refait en 2022 pour confirmer. Et globalement, ce qui apparaissait, c'était la problématique des coûts. Alors, en termes de coûts, on a utilisé, et on a vraiment beaucoup exploité, quelque chose que j'ai vu lors d'un sommet Amazon à Paris il y a 2 ans, qui s'appelle le Cloud Intelligence Dashboard. C'est un framework développé par Amazon. En synthèse, vous avez, dans chacun des comptes Amazon, vous suivez les coûts par un fichier. En gros, tous les coûts tombent dans un fichier, c'est ce fichier-là que vous interrogez par Cost Explorer. Ce fichier, vous l'envoyez, il est intégré dans une base de données, et après vous avez une plateforme de BI. Ça paraît tout bête, mais sauf que les rapports sont formatés. Donc dans la partie, on parle tous la même langue, on dit tous la même chose, on regarde tous la même chose, c'est fabuleux. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris tous les comptes de l'entreprise et on les a tous fusionnés dans la même base de données. Donc au lieu de se connecter à chacun des comptes, et puis d'arriver sur le Cost Explorer de ce compte-là, et puis de se dire, alors, je vais commencer à faire ma requête, je vais faire le même tableau, alors lui, il regarde plutôt ci, elle regarde plutôt ça, ou elle regarde plutôt ça, si on veut être non-genré. Mais si on fait ça dans une manière... chacun des comptes, c'est consommateur et on ne compare pas pareil, on ne compare pas la même chose. Là, on l'a fait de manière automatique, on l'a fait de manière autonome, et on l'a fait de manière temps réel surtout. C'est-à-dire que ça, c'est remis à jour toutes les 12 heures parce qu'on a décidé de ne pas faire des mises à jour toutes les heures. Ça, c'est incroyable, et surtout que cette application, quand il a fallu lui donner un nom, parce qu'elle est nommée, elle est publiée, c'est l'une de nos applications, elle est intégrée avec notre SSO, et au gré des déploiements successifs, là, on a 40 utilisateurs différents en moyenne par mois. C'est pas énorme, mais ça veut dire qu'il y a 40 personnes qui sont intéressées, soit des techniques, soit le procurement, soit la finance, soit les EA qui viennent regarder parce qu'ils ont la capacité de se dire je peux regarder mes composants. On l'a aussi renommé de cette manière-là parce qu'on a utilisé nos propres tags. C'est-à-dire qu'au-delà du framework, on a aussi utilisé les tags que l'on avait définis, à savoir projet, application, cost center et entité. Et ce qui fait que quand vous arrivez sur n'importe quel dashboard, vous pouvez choisir l'entité, ça va vous sortir tous les coûts, et éventuellement tous les projets liés à cette entité-là. Vous choisissez un projet, vous pouvez avoir la totalité des éléments techniques qui sont derrière. On présente aussi ici, et c'est vraiment un élément important, on présente les coûts sur 13 mois glissants, de manière à pouvoir comparer ce qui s'est passé l'année précédente, et la suite. Là où on était moins bon, c'était sur les capacités à faire la remédiation de nos tags, c'est-à-dire qu'on a bien défini les tags, mais quand vous regardez la part de orange versus la part de vert, on a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas vraiment à jour. Et comme ils ne sont pas vraiment à jour, qui nous empêchent d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire la répartition correcte des coûts. Et puis, on a bien fait un dictionnaire commun et on l'a publié sur l'intranet. J'ai regardé les statistiques, on a eu 7 visites en 90 jours, donc on appelle ça un succès d'estime en fait, pour rester modeste.
là, on n'a pas du tout été bon sur ce qu'on pouvait aller récupérer à l'extérieur pour essayer d'enrichir les rapports. Pas bon du tout. Par contre, un élément important, c'est qu'en mettant le système sous tension et en faisant mensuellement, en prenant l'attention là-dessus, eh ben, on a fait des gains. Alors c'était espéré, hein, parce qu'on n'est pas parti là non plus, on n'est pas parti pour rien, mais les équipes se sont vraiment focalisées. On a vraiment utilisé les alertes, on a fait la chasse à tout ce qui était gaspillé, on a enclenché des discussions autour du right sizing, et le graphe que je vous mets au-dessus, c'est le graphe en temps réel de ce qui est couvert par du saving plan, du réserve instance ou ce qui est payé en demande. Donc on a un ESR. Le ESR, c'est le coût de... En fait, c'est un ratio entre ce que vous payez remisé versus en demande. On a un coût qui est entre 30 et 40% en fonction des comptes. Et où on va après? Parce que ça, c'est des éléments techniques. Là, je vous ai parlé que d'infrastructure. Et le vrai gain, il n'est pas là. Le vrai gain, il va être de transformer les applications, d'aller plus loin. Ça veut dire être capable de faire en sorte que les applications soient, on ne va pas dire honneur, mais responsables de leur coût. Donc on a attaqué une nouvelle étape. Et l'étape, on l'a appelée, tu commandes, tu payes l'addition. C'est le message. Tu commandes un truc, tu vas recevoir les coûts. Comment? Ben, c'est simple, tu me commandes quelque chose, je te refacture. Et c'est vraiment la discussion qu'on en a eue avec l'équipe. Là, l'équipe, je vous la présente. Alors, il y en a deux qui sont effrayants, ils sont en l'air. Il y en a un qui était bloqué par un visa en Inde et l'autre, il était bloqué parce que la fusion des équipes digitales et IT a fait qu'il était très mobilisé sur la réappropriation des budgets. Mais autrement, toute l'équipe était en centre. Et comme on est dans un modèle décentralisé, on est parti du principe qu'un noyau dur pouvait organiser conjointement la practice. Par contre, moi, je n'ai pas plus de voix qu'eux. C'est-à-dire qu'on a tous une voix pour décider de l'orientation qu'on veut prendre. Et dans tous les cas, on exécutera localement, parce que transformer une application pour l'Amérique du Sud, ça ne serait pas la même chose que pour l'Asie. On s'est donné 2 objectifs et 2 moyens. Et ça, c'est ce qu'on est en train de pousser, on a commencé à le faire. Les 2 objectifs, c'est 100% de nos ressources taguées, bon, parce que ça sera le seul moyen de pouvoir être capable, 100% des nouvelles ressources. Hein. Non mais le nouvel, il a quand même son intérêt. Hein. C'est-à-dire qu'on est fou, mais quand même pas, enfin on est ambitieux, mais quand même pas non plus visionnaire. Et le deuxième, c'est, on a un cycle de budget de 3 ans qui est fait en mai. Et en mai, on a décrété que 100% des besoins liés aux applications viendraient des applications. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais dire aujourd'hui je paye 100, je mets 3% de croissance organique et demain c'est 103. C'est qu'ils vont donner parce qu'il y a une application sur laquelle il y aura un déploiement, certaines applications vont s'arrêter. Donc ça sera leur travail. Est-ce qu'on va l'atteindre? On verra. Mais en tout cas, c'est l'ambition affichée. On a surtout la chance de voir en parallèle un projet de IT Financial Management avec l'implémentation de la méthodologie TBM qui va beaucoup nous aider dans ce dialogue-là en termes de les responsables d'application, le coût des services et la refacturation des services. L'autre moyen, c'est la partie communication. On a été bon, mais en interne, maintenant, il faut quand même qu'on pousse. On a fait un test super intéressant avec un logiciel qui s'appelle Kahoot pour faire un peu des jeux. Et il y a eu un super retour, donc on doit vraiment pousser là-dessus. Et c'est notre ambition. Et donc, dans ce que l'on veut faire ici, on a défini qu'il y avait un stream, je suis désolé, qui s'appelle stratégie de communication. Mais on a une stratégie de communication qui doit être définie juste pour ça. Comment on va aller parler aux uns et aux autres, comment est-ce qu'on va faire un elevator pitch, etc. On a tous ces éléments-là qui sont en cours et c'est vraiment un point important pour nous parce que si on rate ça, on ratera complètement ce qu'on veut, c'est-à-dire que 100% pas des gagnants ont tenté leur chance, mais 100% des coûts des applications viennent des applications. Et puis, le dernier moyen, c'est ça. Le dernier moyen, c'est, on avait déjà fait 2 évaluations de notre maturité avec le CFM d'Amazon. Et bien là, on a dit qu'on change, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Amazon, c'est notre fournisseur principal, mais ce n'est pas le seul. L'entreprise se développe par croissance externe, donc demain, on pourrait avoir Azure, on a déjà GCP, on pourrait avoir autre chose, on a Oracle Cloud, on pourrait. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'on soit capable d'évaluer la maturité de la même manière partout. Donc, on est parti là-dessus. Jusqu'au mois de juin, on a défini ce que l'on voulait en termes de capacité, c'est marqué ici. C'est-à-dire que les 18 capacités ont été organisées en disant on veut commencer par celles-ci sont moins prioritaires, celles-ci le sont plus, et on veut commencer par celles-ci. On s'est aussi donné des règles pour se dire, alors, quand est-ce qu'on évalue, quand est-ce qu'on réévalue, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a évalué, et on a monté un outil, on a fait un fichier Excel, hein. Enfin un Google Sheet, pardon. Ah, je suis désolé, je suis Google Sheet. Et donc on a fait juste un fichier pour comparer. C'est tout bête. Vous comparez
l'évaluation de l'état actuel, et puis après, à vous de décider, parce que ce qui compte, c'est ça. Ça, c'est un moyen, ce qui compte, c'est ça. Comment on monte, comment on évalue, comment on s'agrandit. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de se lever. Oui, quelque part par là. C'est pas mal, mais on espère vraiment que ça pourra aller plus loin, on espère vraiment que ça va aller plus haut. Alors, peut-être que Superman va nous rejoindre, mais on verra. Mais en tout cas, c'est notre ambition. Mon expérience, en tout cas, c'est de se dire, nous, on a commencé parce qu'on avait une problématique de coût. On m'a affecté ça parce que j'avais été embarqué dans l'histoire. Dans le détail, et je ne vous parle pas de tout ce qui est pipeline de déploiement, je ne vous parle pas des enforcements de policy, je ne vous ai pas parlé de tous ces éléments-là qui sont vraiment techniques, des équipes qui sont derrière, sur les consoles, en train de regarder, parce que c'est vraiment des activités locales, et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une histoire commune. Et on a vraiment l'ambition qu'à travers la partie assessment, on va être capable de dire, voilà, telle équipe veut aller vers là, mais si une équipe veut récupérer, elle récupère. Si une équipe veut aussi y aller, soit elles vont y aller ensemble, soit on va récupérer un document, un template qui sera fait, et on va pouvoir l'appliquer. C'est comme on va faire en sorte de travailler et d'utiliser les ressources des uns des autres pour aller tous ensemble. Et c'est pour ça, nous, on n'est pas seuls. D'ailleurs, vous êtes là. Et ça fait aussi partie des personnes avec lesquelles nous interagissons, de manière à pouvoir récupérer des pratiques à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que ne soyez pas seuls dans votre entreprise, ou à l'extérieur. Et je vous remercie. J'avais juste un objectif, c'était de tenir dans les temps. L'équipe était extrêmement inquiète que ce soit moi qui passe, parce qu'il paraît que je suis extrêmement bavard. Bonsoir. Tu l'as fait parfaitement. Merci, merci, merci. Merci Thierry. Ah, par contre, Thierry, j'ai encore une question. Aïe. Quelle était l'inspiration pour l'icône ou le... Alors, exactement, quand on a cherché un nom, on était deux vraiment à bosser là-dessus, un technique et moi je faisais tous les rapports BI. Puis un jour on a dit il faut qu'on la livre et j'ai reçu ça par un collaborateur. Quand j'ai vu ça, alors je me suis dit déjà que j'incarnais la fonction, a priori. Bon, je me suis dit que j'avais de grosses lunettes, peut-être que vous pouvez le confirmer, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui soit amusant, parlant et dont on puisse se rappeler. Voilà. Merci. Je voulais demander. Merci beaucoup. Alors, passons sur notre deuxième présentation. Philippe Galliano, je vous invite sur scène. Merci. Get away. Merci. Ah oui, c'est important. Non. C'est quel bouton? C'est le vert? C'est ça. Bonjour à tous. Alors oui, je fais partie de Thales, je vais me présenter pour commencer. Donc, je m'appelle Philippe Galliano et je suis FinOps d'une business line spécifique de Thales qui s'appelle In-Flight Experience. Alors, je vais vous donner un peu de contexte quand même. Alors, on travaille pour la cabine passager dans les avions et on a deux lignes de produits. La première, on va parler de connectivité, donc de la capacité de connecter en fait les passagers au sol via satellite. Et la deuxième, en fait, c'est ce que vous avez là, c'est-à-dire les écrans qui vont permettre aux passagers de jouer, d'écouter de la musique, mais surtout de regarder des films. Alors ça peut paraître un peu incongru de parler du cloud pour l'informatique embarquée, mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ces systèmes d'entertainment embarqués, c'est quelque part une excroissance d'une solution plus globale qui se trouve en grande partie au sol. Alors pour vous donner quelques exemples de ce qu'on va réaliser avec le cloud, alors, on va monitorer nos systèmes pour faire de la maintenance préventive. On va aussi collecter beaucoup d'informations pour comprendre comment les passagers utilisent nos systèmes à bord. Donc ça, c'est à notre destination, mais c'est aussi évidemment à la destination de nos clients. Et puis, de plus en plus, on va faire de la mise à jour qu'on appelle over the air, c'est-à-dire via satellite, mais aussi via 5G. Et donc, qui va nous permettre de mettre à jour le contenu média, les films, et puis également de déployer des nouvelles fonctions ou des nouveaux modules sans avoir besoin d'intervenir directement dans les avions. Voilà. Alors, en termes de cloud, on va utiliser Azure et AWS. On est à peu près à 50-50 entre les deux. On a commencé la démarche FinOps il y a un peu plus de 2 ans.
Je ne vais pas vous parler beaucoup de la manière dont on est organisé, parce que ce n'est pas vraiment l'objectif de cette présentation, mais il y a deux choses à retenir. D'abord, on a un très fort support du management, et je pense que c'est très important pour mettre en place ce type de démarche. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas d'équipe, et c'est voulu. On pense que vraiment la démarche FinOps doit être une démarche complètement transversale. Il faut impliquer l'ensemble des équipes, en particulier les équipes DevOps et CCOI. Donc du coup, à chaque fois qu'on a besoin de lancer des analyses, de réaliser des optimisations, je m'appuie sur les différentes équipes pour ce faire. Alors ça a un inconvénient, c'est que c'est un peu plus lent. Par contre, le gros avantage, c'est que ça favorise beaucoup l'adoption de la démarche par les différentes équipes. J'ajoute un dernier point, c'est qu'on utilise un outil de reporting du marché, on n'a pas un outil custom, et donc ça évite ça aussi d'avoir des ressources dédiées pour maintenir un outil de reporting. Parmi nos objectifs, il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est ce qu'on appelle le design by cost, parce qu'on pense qu'il y a un gros gisement d'économie à ce niveau-là. Ce que j'appelle le design by cost, c'est le fait d'introduire la dimension coût dès la phase de design et de développement des solutions. Ça peut être aussi, pour un produit qui est en production, de modifier son architecture avec une optique justement là aussi d'optimisation des coûts. Alors bien sûr, quand je parle de modification d'architecture, surtout pour un produit en production, ça peut être un peu complexe. Donc effectivement, il y aura de la modification d'architecture, mais on peut aussi parler de choses beaucoup plus simples, comme l'utilisation d'un service plutôt qu'un autre, parce qu'on a trouvé un service du cloud provider qui est plus adapté à notre usage. Ça peut être un changement de setup, ou alors encore plus simple, ça peut être de la revue de code directement. Alors je disais que c'était un de nos objectifs, parce que on est loin d'avoir adopté encore cette démarche aujourd'hui. On n'a ni le reporting nécessaire, ni la maturité. Par contre, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on a fait une première étape pour aller dans ce sens, qui est de faire des analyses de pics de coûts pour derrière réaliser des optimisations. Alors, premier point, comme pour toute chose, il faut un process, donc voilà. Alors, c'est un process, je vais dire, somme toute classique. La première étape, ça va être d'identifier, de détecter les pics de coûts. Là, il n'y a pas de mystère. Ça passe par le suivi de l'évolution des coûts, à la fois par produit, par service, par environnement. Ça passe par la mise en place d'alertes, et puis également par la mise en place d'un indicateur qui nous est, j'allais dire, propre, qui est le coût par processeur. L'idée, c'est qu'on sait que ce n'est pas forcément parce que le coût augmente qu'on a un problème. Si par la même occasion vous embarquez un nouveau client sur votre plateforme, c'est même peut-être sans doute une bonne nouvelle, quoi. Donc l'idée, c'est de comparer le coût au volume d'activité sur la plateforme. L'idéal pour ça, c'est d'avoir une métrique business. Aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a. Donc j'utilise le volume de processeurs. Ce n'est pas parfait, mais ça donne vraiment déjà une bonne idée du volume d'activité. Voilà. Donc on suit en fait ces différents indicateurs, et quand on détecte un pic de coût, la première chose à faire, ça va être d'arriver à comprendre quel est le composant, le service, la ressource, qui est à l'origine du pic de coût, et puis bien sûr l'équipe qui est en charge de ce composant, de façon à ce qu'elle puisse nous aider dans la suite du process, c'est-à-dire l'analyse déjà des routes causes, et puis ensuite les optimisations. Au niveau de l'analyse de la route cause, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà savoir si on est sur une augmentation de coût qu'on peut considérer comme normale ou anormale. Si on la considère comme anormale, bien sûr, on va essayer de trouver des moyens de l'optimiser. Et aussi, évidemment, on va associer ces optimisations à une notion de gain estimé et puis d'effort d'implémentation. C'est seulement avec ces trois éléments qu'on va décider si on met en place l'optimisation ou non. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir comment on arrive à identifier si une augmentation de coût peut être considérée comme anormale ou non. En fait, il y a deux cas. Soit vous allez arriver à corréler votre augmentation de coût à une augmentation du volume d'activité sur votre plateforme, soit ce n'est pas le cas.
Si ce n'est pas le cas, en fait, là, c'est facile à identifier, de savoir si c'est anormal ou normal. Parce qu'en fait, on est sur des cas du type nouvelle fonction qui a été mise en œuvre, test de charge sur un composant, ou quelque chose qui va se rapprocher plus du bug, comme un service qui a été activé à tort, ou voilà, ce genre de choses-là. Par contre, si votre augmentation de coût peut être corrélée à une augmentation du volume d'activité, à ce moment-là, il y a une autre notion qu'il faut prendre en compte. Alors avant, il faut savoir si cette augmentation de volume d'activité est pérenne, parce que si ce n'est pas le cas, sans doute que c'est pas utile de passer beaucoup de temps sur ce cas. Par contre, si l'augmentation du volume d'activité est pérenne, à ce moment-là, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est la valeur que va vous apporter votre composant, le composant qui est à la source de cette augmentation de coût. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à payer ce montant, ce prix, compte tenu de la valeur que m'apporte ce composant? Si la réponse est non, quelque part, vous avez un problème de rentabilité, donc il faut trouver des moyens de diminuer ce coût-là. Voilà. Alors évidemment, la réponse à cette question, elle est purement empirique. Mais vous allez voir, au travers des quelques exemples que j'ai après, qu'en fait, souvent, la réponse est assez évidente, quoi. Alors, premier exemple. Donc ça, c'est un exemple de revue de code. Donc on est sur un produit qui était en production depuis un bon moment et qui utilise, entre autres, des fonctions lambda, donc des fonctions serverless sur AWS. Et on a vu, au fur et à mesure des mois, le coût de ces fonctions lambda, et en réalité d'une fonction lambda, augmenter de façon significative. Jusqu'à un moment où, effectivement, on s'est dit que il y avait une incompatibilité entre la valeur qu'apportait cette fonction et ce qu'on payait tous les mois. Donc ça nous a amené à faire une revue de code assez simple, finalement, sur cette fonction. Entre autres, on a diminué le volume d'appel à cette fonction parce qu'à cette occasion, on s'est rendu compte qu'on l'appelait souvent pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'était des cas inutiles. Et ça nous a permis de réduire le coût de 2600 $ par mois. Ce qui est important ici, c'est de voir que l'effort, finalement, alors même que le produit était déjà en production, c'est un effort assez faible. Donc on peut faire des économies de ce type avec, donc substantielles, avec des choses assez simples, finalement. Alors deuxième exemple, c'est sur une modification d'architecture. Donc là, on est sur un outil qu'on a mis en production et assez rapidement, on a vu le coût augmenter jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à plus de 20 000 $ par mois. C'est un outil en fait qui collecte des fichiers et qui les traite et ensuite qui va les déposer sur un data lake. En fait, quand on a regardé en fait de plus près d'où venait le coût, ça venait d'une étape du process qui déplaçait les fichiers depuis l'extérieur du cloud sur le data lake. Et donc typiquement, on s'est posé la question de savoir si on était prêt à payer 20 000 $ uniquement pour déplacer des fichiers. Et la réponse était évidemment non, et même on pouvait dire quel que soit le volume de fichiers qu'il y a derrière ça. Donc ça nous a amené, alors évidemment avec un effort plus conséquent, à retravailler en fait le process cette étape du process, et derrière de diminuer le coût de 16 000 $ par mois. Ici, ce qui est important, c'est que la seule raison qui nous a amené à modifier ce process, donc quelque part l'architecture de l'outil, c'est le coût. C'est un produit qui fonctionnait tout à fait correctement. Il n'y avait rien techniquement à revoir. Donc c'est le driver qui a mené ce changement d'architecture, c'est vraiment le coût. Alors le troisième cas, c'est la capacité finalement à détecter des bugs au travers de l'analyse de l'évolution des coûts. Donc là on est par contre sur un outil aussi qui était en production depuis un bon moment et sur lequel on a vu soudainement le coût augmenter jusqu'à 15 000 $ par mois. En fait, donc là aussi c'est de la collecte de l'ingestion plutôt de logs.
Et donc on s'est aperçu qu'on avait introduit un nouveau type de log, et qu'il n'avait pas le format attendu par le process d'ingestion. Ce qui fait qu'évidemment le process tournait en boucle en essayant de lire des fichiers qui s'empilaient petit à petit. Donc on a corrigé évidemment le format, on a rendu plus robuste le process d'ingestion. Mais ici, ce qui est important, c'est un exemple qui a beaucoup impressionné les équipes de développement. Et c'est un des exemples qui me permet encore de effectivement valoriser l'approche FinOps et puis qui permet l'adhésion des différentes équipes. Voilà. Parce que finalement, on a été les premiers au travers de l'analyse de coûts à détecter l'anomalie, alors qu'en fait, techniquement, il n'avait pas encore détecté. Alors le dernier exemple, il est beaucoup moins impressionnant en termes d'économie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été réalisé sur un produit qui était encore en phase de développement. En fait, c'est le premier produit sur lequel on a fait une modélisation des coûts assez précise, évidemment, en se projetant en fait sur la charge qui serait présente quand on serait en production. Donc il y a un certain nombre de fonctions liées à ce produit-là. Ici, alors je suis désolé, je vais encore vous parler de collecte de fichiers, d'événements. Donc on collecte des événements en provenance des avions au travers d'un Event Hub, donc sur Azure, et derrière, donc il y a un process qui vient traiter ces événements. Il y a un compte de stockage qu'on appelle un checkpoint storage qui est lié en fait à l'Event Hub. C'est l'architecture tout à fait classique pour un Event Hub. Et le rôle de cet Event Hub, c'est d'identifier quel est le dernier événement qui a été traité par le consommateur, de façon à ce que le consommateur sache quel est le prochain événement qu'il doit traiter. C'est sa seule utilité. Quand on regardait le coût de ce compte de stockage, on était à $2, quelque chose comme ça par mois. Par contre, quand on se projetait en fait donc dans la solution cible, une fois en production, on atteignait $29 par mois et par avion. Quand on sait qu'on vise des flottes d'avions de plusieurs centaines, en fait, ça voulait dire des coûts qui allaient dépasser $5000 par mois. Là aussi, on n'était pas prêt à payer $5000 par mois juste pour identifier des événements. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a revu un certain nombre de choses à ce niveau-là. On a changé le type du compte de stockage, on a revu un certain nombre de choses au niveau sécurité également. Et ça nous a permis de redescendre le coût à 50 centimes par mois et par avion. $5000 d'économie potentielle. $5000 quand même. Ce qui est très intéressant ici, c'est en fait l'effort d'implémentation. Ça nous a pris 2 jours pour faire ça. Pourquoi ? Uniquement parce qu'on était encore en phase de développement. Si on avait été en phase de production, non seulement l'effort d'implémentation aurait été évidemment beaucoup plus important, mais en plus, c'est même pas sûr qu'on l'aurait fait parce que sans doute que le jeu n'aurait pas valu la chandelle, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de faire ce type d'optimisation en avance de phase pendant les phases de développement et de conception. Alors évidemment, on a rencontré un certain nombre de difficultés, puis on le rencontre encore aujourd'hui avec ce type d'optimisation. La première, je vais enfoncer une porte ouverte, on va déjà parler aussi tout à l'heure, il faut un tagging très précis. Il faut un tagging très précis parce que, tout simplement, si vous voulez détecter les pics de coûts, si vous regardez le coût global, il faut vraiment que le pic soit important pour que vous arriviez à le détecter. Donc là, il faut, pour arriver effectivement à pouvoir les détecter, il faut avoir un tagging très précis. Le deuxième point, c'est d'arriver à convaincre les équipes de développement de vous libérer du temps. Parce qu'en fait, vous leur demandez de libérer du temps pour une problématique qui n'est pas technique. Vous avez vu dans les exemples que je vous ai montrés, en gros, il n'y avait pas de problème technique. Les solutions fonctionnaient très correctement. Donc voilà, vous allez les voir, vous leur dites j'ai un problème, mais ce n'est pas un problème technique. Ça, c'est compliqué à leur expliquer encore aujourd'hui. Voilà. Alors, j'allais dire de moins en moins difficile parce que justement, on a avec le temps, avec les exemples qu'on a pu leur montrer, avec le fait qu'il y a beaucoup de communication autour de ça. C'est de moins en moins difficile, mais bon, ça reste encore un point dur.
Le troisième point qui va en partie avec, c'est le temps de résolution. En gros, ça prend entre 1 à 4 mois pour résoudre ce type de problème. Et c'est trop long, parce qu'évidemment, pendant ce temps, le coût, lui, il continue à courir. Donc et finalement, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Alors ça vient du fait qu'il faut libérer les équipes, du temps au niveau des équipes de développement, mais ça vient aussi d'un autre point, c'est que si l'augmentation de coût a lieu en début de mois et que vous êtes sur un reporting mensuel, en fait, vous avez déjà perdu un mois au moment où vous détectez le pic de coût. Donc il faut vraiment mettre en place pour ce type de problématique des alertes, de façon à être beaucoup plus proactif. Le dernier point, c'est la valorisation de ce type d'optimisation. Quand vous mettez en place un saving plan, par exemple, c'est quelque chose qui est assez simple à expliquer et c'est assez simple de convaincre un financier, par exemple, de toute l'utilité et l'intérêt de ce type d'optimisation. Par contre, quand vous êtes sur une optimisation qui a été réalisée pendant la phase de développement d'un produit, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes sur des économies potentielles, donc sur des coûts qui n'existent pas encore. C'est plus compliqué à expliquer. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes sur des optimisations classiques, vous allez pouvoir donner donc sur des choses qui existent, des ressources qui existent déjà, des solutions qui existent déjà en production. Vous pouvez donner des objectifs aux différentes équipes en termes de réduction de coûts. 5%, 10% d'économies dans l'année. Mais sur des économies que vous faites en phase de design, il n'y a pas d'indicateur qui existe aujourd'hui qui peut vous permettre de donner des objectifs. Et ça, c'est une vraie difficulté. J'ai terminé, j'espère que je pense que j'ai au moins été aussi efficace que toi. Je voulais juste terminer avec 3 choses sur lesquelles je voulais insister. D'abord, l'efficacité. J'espère vous avoir convaincu de l'efficacité de ce type d'optimisation, à la fois en termes de montant des économies qu'on peut réaliser, mais aussi en termes de simplicité. On peut faire des choses assez simples qui permettent de réaliser vraiment des économies substantielles. Le deuxième point, par contre, c'est que on ne peut réaliser ce type d'optimisation que si on a une très bonne connaissance de l'architecture des produits, de leur contenu fonctionnel, et puis aussi une très bonne connaissance du catalogue de services des cloud providers. Sans ça, c'est compliqué de mettre en œuvre ce type d'optimisation. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, bien sûr, que la pratique FinOps, c'est avant tout une pratique d'engineering. Puis enfin, j'ai mis le mot culture, parce que, oui, on l'a vu aussi au travers de ta présentation, c'est indispensable d'avoir des équipes qui sont convaincues que le coût fait partie de leur responsabilité, qu'elles soient convaincues que tout ce qu'elles font ont un impact direct sur les coûts. Et ça, il faut qu'elles en prennent conscience pour arriver à mettre en place ce type d'optimisation. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci Philippe. Nous avons préparé, j'espère que vous appréciez Merci beaucoup. Donc tous les présentateurs qu'on a aujourd'hui sont des FinOps practitioners. Ils ne sont pas habitués, je pense, d'être sur le plan et de présenter pour une audience. Donc merci Philippe, merci Thierry, merci Achincha et Luc pour faire ça. Et quand j'étais en train de préparer les slides avec Philippe, il m'a montré là ça et je disais 3 fois yes. FinOps is an engineering practice, yes. Le troisième point, c'est une culture. Oui, absolument. J'ai bien aimé la présentation. Dernière présentation, Luc et Achincha de Carrefour. Restez encore calme, on a encore des temps pour du réseautage et je vous promets qu'il y a aussi quelque chose à manger après les présentations. Voilà, take it away. Merci Ruben. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Ruben pour ton invitation. Donc, nous allons vous parler de l'industrialisation du FinOps que nous appliquons aujourd'hui dans le groupe Carrefour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous présenter. Donc, Achincha Boperacci, je suis la responsable groupe du cloud et de la digital workplace
J'ai la responsabilité de définir la stratégie tech pour l'ensemble des entités de notre groupe et de piloter les grands programmes stratégiques, dont celui du FinOps. Bonsoir, je suis Luc Lacheny, j'interviens au sein de l'équipe d'Ashinsa en tant que directeur de programme, et donc notamment sur le programme d'industrialisation FinOps et aussi sur le programme de déploiement de Meta Workplace au sein des entités de Carrefour. Next. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nous appliquons un FinOps industrialisé au sein de Carrefour avec une approche pratique. Je vais commencer par vous présenter Carrefour, notre parcours sur le cloud, les défis que nous relevons, les opportunités que nous exploitons. Et ensuite, donc Ashinsa et moi-même allons vous donner un peu plus d'éléments sur la méthodologie d'industrialisation des pratiques FinOps au sein de Carrefour. Et je terminerai en vous expliquant comment nous responsabilisons, nous autonomisons nos équipes et les faisons contribuer à cette démarche FinOps que nous construisons et que nous continuons de faire vivre dans un processus d'amélioration continue. Alors, commençons par un petit peu de contexte. Alors, tout le monde connaît Carrefour, je pense que vous êtes tous allés faire vos courses au moins une fois dans une enseigne Carrefour. Donc, Carrefour a été fondé en 1959. S'est développé pour devenir un retailer mondial de premier plan. Donc Carrefour, c'est plus de 40 pays dans le monde, sur la plupart des continents, dont 8 pays sur lesquels nous opérons en direct. C'est plus de 14 000 magasins dans le monde, plus de 300 000 employés et plus de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, en 2022, nous avons lancé un plan stratégique audacieux pour devenir un retailer digital majeur. Dans le cadre de ce plan, nous ambitionnons de migrer l'ensemble de nos workloads, de nos data centers sur le cloud, avec un objectif de 100% en 2026. Et bien sûr, la démarche FinOps que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans ce plan. Alors, notre aventure sur le cloud a débuté en 2018. Alors, quand je dis notre aventure, nous, qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous, d'abord, c'est le groupe Carrefour. Donc, c'est une équipe cloud groupe dont j'ai la responsabilité, à laquelle Luc appartient. Mais également, nous avons un grand architecte cloud, Mahmoud Keras, qui est là, ici, avec nous. Avec nous. Et nous, c'est également pas mal d'autres équipes. Alors, comme je vous ai dit, nous opérons sur 8 pays en direct. Donc, sur ces 8 pays, répartis sur l'Europe et l'Amérique latine, nous n'avons pas 8 business units ou 8 entités et 8 équipes. Non, ce serait trop simple. En fait, nous avons plusieurs dizaines d'entités sur ces pays. Et chaque entité a sa propre équipe cloud qui migre ses workloads sur le cloud de manière autonome et en suivant les directions données par le groupe. Tous ensemble, nous avons réussi aujourd'hui à migrer plus de 60% de nos workloads sur le cloud. Et nous avons 3 cloud providers principaux, GCP, Azure et Oracle OCI. Alors, nous relevons aujourd'hui 3 grands challenges. Nous sommes multi-cloud provider, challenge 1. Nous avons de nombreuses entités à Carrefour, challenge 2. Chaque équipe cloud FinOps a un niveau de maturité FinOps différent, challenge 3. Alors, nous sommes multi-cloud provider. Déjà, maîtriser l'ensemble des leviers FinOps qui concernent un cloud provider, c'est déjà beaucoup de travail. Mais quand on en a plusieurs, à cela, il faut rajouter le fait que tous les ans, de nouveaux leviers d'optimisation apparaissent avec les nouveaux services. Et ensuite, en fait, le FinOps, c'est complexe puisqu'on a un mariage forcé entre 2 domaines qui sont habituellement assez étanches, qui sont la finance et la tech. Nous avons de nombreuses entités à Carrefour. Comment faisons-nous pour avancer tous ensemble dans la même direction? Eh bien, nous, on n'a vu qu'une seule façon de faire. Eh bien, c'est de former une communauté.
une communauté cloud, où on parle le même langage FinOps et on construit ensemble cette industrialisation et la faisons vivre. Ensuite, évidemment, chaque équipe a son propre niveau de maturité FinOps. Alors plutôt qu'un inconvénient, c'est un avantage, puisque les équipes FinOps les plus matures vont contribuer par leur expertise pour construire cette industrialisation. Alors, maintenant que vous avez du contexte, on va passer au cœur de cette industrialisation. Notre philosophie, c'est construire globalement et déployer localement. Donc, quand on dit globalement, c'est l'équipe groupe, c'est nous. Et quand on dit localement, c'est les équipes cloud de nos différentes entités. On n'est pas dans une approche top-down, bien au contraire. On est dans une approche où on a co-construit cette industrialisation FinOps, l'équipe groupe et toutes les équipes locales. On a tous collaboré avec notre expertise pour créer cette industrialisation FinOps. Et puis en fait, quand je dis industrialisation FinOps, vous allez me demander, mais c'est quoi en fait? Et notre industrialisation FinOps, en fait, c'est un kit de déploiement unique, partagé à tous. Ce kit de déploiement, il est composé de 4 items que vous voyez ici en bas. Donc tout d'abord, c'est un outil pour que chaque équipe FinOps puisse évaluer son niveau de maturité. Deuxième item, c'est un hub FinOps qui, en fait, qu'on a construit maison. C'est un hub, un dashboard, qui nous permet de comprendre notre consommation cloud sur l'ensemble de nos cloud providers, de pouvoir analyser les axes d'optimisation à mettre en place par la valeur. Ça va également nous permettre de monitorer au niveau local et au niveau global notre effort FinOps. Item 3, la Playbook FinOps. Ce playbook contient le processus à suivre, les étapes à suivre dans un cycle d'optimisation FinOps et l'ensemble des pratiques FinOps que nous connaissons à ce jour pour chaque cloud provider. Item 4, le template de roadmap, qui est en fait un spreadsheet dans lequel chaque équipe va inscrire les optimisations à réaliser dans un cycle d'optimisation donné. Alors, maintenant que je vais vous expliquer en quoi consiste ce kit de déploiement, comment est-il appliqué? En fait, les équipes FinOps assez matures l'appliquent sans grand problème. Par contre, sur les équipes qui ont moins d'expérience, c'est là que l'équipe groupe va jouer un rôle de catalyseur en accompagnant ces équipes dans cette application, mais dans un objectif d'autonomisation de l'équipe. Ensuite, je vous ai parlé de monitoring global, local. Eh bien, on suit plusieurs KPI dans l'application du FinOps. Et je vais vous parler de 3 KPI importants. Le premier, c'est le nerf de la guerre, c'est le pourcentage de gains financiers annuels. Le deuxième, c'est la maturité FinOps au niveau local et global. Et le troisième, c'est le degré d'application de l'industrialisation FinOps qu'on a défini au niveau du groupe. Et en fait, je vais juste vous dire une chose importante, en quoi cette démarche FinOps au sein du groupe Carrefour est possible. Pourquoi est-ce qu'elle est possible? Eh bien, notre facteur clé de succès, c'est évidemment nos collaborateurs, grâce à qui cela existe et grâce à qui cela vit. Donc, je pense qu'on va passer à la suite. Bon, Ashinsa a tout dit, mais je vais essayer d'en rajouter. Alors, donc, ça veut bientôt être à toi. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est un cycle d'optimisation FinOps classique. Je vais mettre là. Donc, on n'a rien changé. Donc, un cycle d'optimisation FinOps, c'est inform. Donc, on essaie de comprendre ce qu'on consomme. Ensuite, optimize, c'est on définit les optimisations à mettre en place. Operate, on met en place les optimisations. Et puis, vous retrouvez au centre du cercle quelque chose qu'on connaît bien, nos 2 compères de la complexité du FinOps, la finance et la tech.
Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé de mettre de l'ordre dans le chaos des domaines d'application du FinOps, et c'est ce que vous voyez à droite. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque cloud provider, on a identifié l'ensemble des pratiques FinOps qui existent, et on les a catégorisées. Donc, dans la catégorie générale, vous retrouvez des pratiques comme l'outillage, les optimisations d'architecture, d'organisation, mais également des pratiques qui seront communes à l'ensemble des cloud providers, comme le tagage, le label, l'étiquetage. Il y a plusieurs noms pour la même chose. Et ensuite, on a des catégories tech. Donc, par exemple, Virtual Machine va rassembler l'ensemble des pratiques qui s'y réfèrent, comme le très connu Auto Shutdown. On a d'autres catégories, le réseau, le big data, storage, logging, monitoring, service pass. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, vous allez me demander, bon ben ok, mais par où on commence? Et c'est ce que Luc va vous expliquer juste maintenant. Merci Ashinsa. Alors tout commence en fait, l'industrialisation commence par une évaluation de la maturité. Donc ce que vous voyez ici, c'est un modèle de maturité FinOps. Et donc tout commence avec la fourniture aux équipes FinOps locales d'un modèle d'évaluation de la maturité. Et donc cette maturité est évaluée en fonction des pratiques qui sont déployées. Et également, on va s'intéresser à quel point ces pratiques FinOps sont maîtrisées par chaque entité. L'intérêt de cette évaluation, bon déjà c'est une auto-évaluation, c'est important. L'intérêt c'est qu'elle est elle est menée de façon rapide. Elle se fait l'objectif c'est de la faire en 30 minutes. Donc ça a un double intérêt, c'est que d'une part ça ne coûte pas trop cher aux équipes pour s'évaluer. Et l'autre intérêt c'est que c'est répétable facilement. Et donc ça, pourquoi c'est important? Parce que d'une part, avec la première évaluation, la première auto-évaluation, on va obtenir un benchmark initial des entités en termes de maturité FinOps. Et ce qui va être utile, c'est qu'on va pouvoir ensuite mesurer à nouveau l'évolution de cette maturité et donc mesurer l'impact de l'industrialisation FinOps. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, ce que vous voyez ici aussi, c'est qu'à chaque niveau de maturité, on va associer une certaine capacité à réaliser des optimisations et des économies en ce qui concerne donc les gains financiers FinOps. Voilà. Dernier élément. En fonction du niveau de maturité, il va y avoir éventuellement un accompagnement plus ou moins fort de la part de l'équipe globale pour les entités. Voilà. Maintenant qu'on a posé ça, je vous montre le cycle d'optimisation en tant que tel. Donc ça, c'est quelque chose qui va être appliqué de façon itérative au sein des différentes entités. Donc vous voyez un cycle d'optimisation FinOps, vraiment c'est le cœur du réacteur, un cycle d'optimisation FinOps en 4 étapes. Tout d'abord, là en jaune, vous voyez, on initialise le cycle. Et donc, notamment quand c'est le premier cycle, l'équipe globale, l'équipe FinOps globale, va interagir avec les équipes locales dans les entités pour leur mettre à disposition le Hub FinOps et le Playbook FinOps. Sur la base de cet input, l'équipe locale va réaliser une analyse et en fonction de cette analyse, va pouvoir définir une liste d'actions d'optimisation à mettre en œuvre, avec à chaque fois en tête l'idée de mettre en œuvre les actions qui apportent, qui ont le plus grand levier d'optimisation. Donc le moins d'efforts possible, le maximum de gains. Voilà. On va voir un peu plus de détails après. Une fois que cette roadmap d'optimisation est définie, évidemment, elle est exécutée par l'équipe locale qui interagit avec un certain nombre de stakeholders au sein des entités. Et une fois que ces optimisations sont mises en œuvre, il va y avoir une phase d'évaluation, de rétrospective. Alors rétrospective à la fois sur l'approche méthodologique qui est adaptée, puisqu'on améliore aussi la méthodologie en continu, et rétrospective sur les gains qui ont effectivement été réalisés. Voilà. Donc, vous voyez, on est un peu on retrouve des principes d'agilité avec de l'itération, de l'amélioration continue, une notion de rétrospective, une priorisation par la valeur, ça c'est très important. Et dernier point également, vous voyez au milieu la Global Monitoring and Support. Donc comme je l'ai évoqué,
En fonction du niveau de maturité de l'entité locale et en fonction de ses souhaits, il va y avoir un accompagnement plus ou moins fort de la part de l'équipe globale. Et il y a la notion de monitoring également, et là pareil, on va voir quelques détails supplémentaires par rapport à ça. Même si au niveau local, il y a un monitoring des progrès effectués, évidemment au niveau global, il y a une consolidation des gains et des progrès effectués. Hop. Attendez, juste je reviens un instant. Oui, non, c'est bon. Petit zoom sur le hub FinOps. Donc là, ce que vous voyez, c'est une vue du hub FinOps pour le provider GCP. Donc là, Ashinsa l'a déjà dit, je répète, c'est un outil construit par Carrefour au sein de l'équipe globale et qui est mis à disposition des équipes locales. Ça vient en plus de ce qu'on peut trouver comme recommandation dans les outils et dans les consoles des providers. Voilà, donc ça vient en surcouche par rapport à ce qu'on peut trouver. Et l'intérêt, ça va être de... Vous voyez, on retrouve différents éléments. Alors, un élément clé, ça va être les indicateurs FinOps, où on va pouvoir mesurer pour chaque entité le taux de discount contractuel et public, et également pouvoir mesurer l'évolution de ces taux. Un autre élément très important là, pour l'industrialisation, c'est ce que vous voyez en dessous, c'est le breakdown. Alors là, on a affiché application service SKU. Il y a aussi un breakdown organisationnel, donc par business unit jusqu'au niveau département. Ça, c'est intéressant pour aller cibler les plus forts coûts cloud. Donc, on va aller cibler, par exemple, les applications ou les services qui représentent le coût le plus important. Et donc, ça va aider les équipes à prioriser les actions en fonction de ces applications et de ces services les plus coûteux. Super important. Cet outil, ça permet de rendre les équipes plus autonomes. Ça permet également de responsabiliser les application owners sur la dimension de coût cloud. Et ça leur permet également d'intégrer dans des calculs de rentabilité la dimension cloud et les coûts que ça représente. Voilà. Donc il y a une notion de responsabilisation et de visibilité qui est importante. Alors on en a déjà parlé, les précédents présentateurs l'ont évoqué, on le redit. Tout ça, ça repose sur un élément essentiel et qui est initié au début de l'industrialisation et ensuite amélioré à chaque cycle d'optimisation, ça va être la création de labels. Sans label, on ne peut pas avoir ça. Et donc, un point important, c'est que évidemment, on a de multiples entités. Et donc, ces entités appliquent une même norme pour la création des labels. Et c'est ce qui nous permet de consolider les informations. Donc, avoir une vue non seulement au niveau entité, mais également une vue globale. Voilà, très important. Dernier point important là-dessus. Les équipes vont pouvoir... non, c'est la slide suivante. Never mind. En fait, c'est encore celle d'après. Petit zoom sur... Là, vous avez vu le Hub FinOps. Donc maintenant, là, je vous parle un peu plus du Playbook FinOps. Juste un aperçu. En fait, dans le Playbook FinOps, donc Ashinsa l'a dit, il y a à la fois une description du processus d'industrialisation, mais également une liste de pratiques. Donc pour chaque provider principal, GCP, OCI, Azure, on a une liste de pratiques. Alors certaines sont des pratiques communes, d'autres sont des pratiques spécifiques à chaque provider. Et donc ces pratiques sont groupées par domaine d'application. Donc là, vous retrouvez ici Général, Virtual Machine, Storage, etc. Et donc on retrouve une liste de pratiques d'optimisation groupées par domaine d'application. Et vous voyez ici un autre élément important, notamment pour la priorisation, c'est une notion de rapport entre l'effort à fournir et les gains financiers potentiels. Donc là, c'est encore un outil puissant parce que grâce au hub, les équipes peuvent prioriser leurs actions en fonction des coûts les plus importants. Et grâce à cette classification,
les équipes vont pouvoir prioriser les actions les plus faciles à mettre en œuvre et qui rapportent le plus de gains. Voilà. Et l'idée clé, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que grâce à ça, les équipes peuvent déjà avoir des premiers succès et ça va les encourager à continuer la démarche, évidemment, et à aller chercher des actions un peu plus dures à mettre en œuvre, mais qui ont également un potentiel de gain important. Voilà. Et maintenant, dernier zoom, encore plus zoom sur le playbook. Ne lisez pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas important. Ce qu'il faut retenir ici, ça c'est ce qu'on retrouve, c'est une fiche de pratique FinOps qu'on retrouve dans le playbook FinOps. Et donc pour chaque pratique, donc chaque provider, chaque domaine d'application, chaque pratique, on va retrouver ce one-pager avec 3 parties essentielles. Donc quel est le principe général de cette pratique FinOps? Quels bénéfices on peut en tirer? La deuxième partie, une liste d'actions concrètes. Là, on est vraiment dans le dur. Quelles actions concrètes on peut mettre en œuvre pour déployer cette pratique? Et enfin, troisième partie, une mise à disposition de liens vers du matériel ou bien de formation ou de la documentation pas à pas pour savoir où cliquer pour mettre en œuvre les actions. Voilà, et donc c'est bien parce que ça peut s'adapter, ça donne à la fois une source d'inspiration pour les équipes, mais également ça s'adapte à leur niveau de maturité. Et donc au fil du temps, grâce aux différents cycles d'optimisation et grâce à ce matériel, les équipes vont pouvoir améliorer leur connaissance de la pratique et donc voilà, améliorer la pratique FinOps au sein de l'organisation. Dernier élément, j'ai parlé de maturité. Je pense que c'est important que je le dise parce que je ne l'avais pas mentionné. L'ambition, par rapport, vous avez vu les 5 niveaux de maturité, l'ambition, c'est d'amener toutes les équipes FinOps, toutes les équipes, toutes les entités à un niveau de maturité au moins de niveau 3 d'ici 1 an. Voilà. Donc tous ces efforts concourent à atteindre cet objectif. Et c'est à toi. Merci Luc. Donc, vous venez de découvrir les fondations de notre industrialisation FinOps à Carrefour. Et maintenant, je vais vous expliquer comment, avec le temps, comme le bon vin, nous devenons meilleurs. Alors, tout d'abord, moi, je suis très heureuse de cette industrialisation, puisqu'elle a été construite maison, elle a été construite grâce à l'expertise de l'ensemble de nos collaborateurs dans l'équipe groupe et dans toutes nos équipes locales, mais aussi grâce à leurs compétences de coopération et de partage. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Mais cette Indus FinOps n'est pas terminée. Elle continue de vivre. Et elle continue de vivre grâce à un rôle clé que joue l'équipe groupe, qui en fait joue le rôle d'une sorte de colonne vertébrale. Tout d'abord, à travers l'animation de la communauté cloud du groupe Carrefour. Et ça se concrétise de 2 manières. La première, c'est des sessions de partage que nous organisons régulièrement avec nos équipes. Donc chaque équipe FinOps locale présente aux autres ses victoires FinOps, les leçons apprises. Autre manière d'animer donc la communauté FinOps, c'est à travers un groupe Workplace qui unit toutes les équipes de par le monde, où chacun peut poser ses questions et y répondre. De ces 2 canaux, on en extrait, on va dire, la sève pour aller enrichir notre kit de déploiement global avec de nouvelles pratiques FinOps et d'autres manières de fonctionner. Également, Luc vous a mentionné le fait que dans un cycle d'optimisation FinOps, on fait une rétrospective à la fin. Et dans cette rétrospective, évidemment, on va identifier les axes d'amélioration. Eh bien ça, à nouveau, ça va aller enrichir le kit de déploiement global. Et comme ça, au fil du temps, que ce soit au niveau local ou au niveau équipe groupe, on continue d'enrichir et de faire vivre ce kit de déploiement qui est partagé avec tous et utilisé par tous. Et donc, avec le temps, on devient plus efficient et notre savoir-faire devient plus riche tous ensemble. Et
Et donc, moi, déjà, comme je vous ai dit, je suis vraiment très contente de ce qu'on a réussi à réaliser. Et vraiment, moi, j'en profite pour remercier tous nos collaborateurs qui nous ont aidés à mettre en place cette Indus. Et je remercie Shaoling Chang qui est avec nous ce soir, qui est un expert FinOps de l'équipe France CSI, qui a été l'un de nos plus grands contributeurs. Mais tout le monde a participé et c'est vraiment top. Et donc, merci à vous tous pour votre écoute et avec grand plaisir pour échanger avec vous juste après autour d'un bon verre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hashins et Luc. Merci pour cette présentation. Voilà. Presque le fin. Je sais que vous avez soif, vous avez faim et vous avez beaucoup de questions pour nos présentateurs. Je veux d'abord remercier Thierry, Philippe, Luc, Hashins pour votre préparation. Il y a pas mal de travail dans cette présentation. J'espère que vous appréciez ça beaucoup. I also want to thank the Extended FinOps Foundation team with Kevin, Steven, Jessica, who did all of this amazing work with this amazing venue. Sam, for all you do in support. C'est un team extraordinaire. Ça, je peux vous témoigner. Qu'est-ce qui est suivant? En parlant des événements qui sont magnifiques, j'ai déjà partagé à FinOpsEx l'année passée et cette année. C'est incroyable. C'est 4 jours d'être plongé dans le FinOps avec des practitioners de n'importe quel niveau. Je suis très ravi et je suis très heureux de vous annoncer qu'on aura notre propre FinOpsEx à Barcelone. C'est en novembre, l'année prochaine, excuse-moi, pas de semaine. Mais je suis très content qu'on aura cette expérience ici en Europe, dans le San Diego of Europe, Barcelone. On pouvait aussi choisir Nice, mais je pense que Barcelone, on aura un peu plus de beau temps. Et aussi pour cette communauté, j'espère qu'on a été capable de vous inspirer, de vous donner du valeur ajoutée. Et ça, c'est ce que je veux vraiment en faire. Et j'espère qu'ensemble, on peut grandir cette communauté ici en France et participer. Et j'espère que vous participez où vous pouvez. Ensemble, je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais ensemble, enrichissez cette communauté. C'est un but, c'est une cible qu'on veut concrétiser. Donc, join the community. Et je vous remercie aussi pour être venu ici dans ce temps horrible avec des ascenseurs compliqués, mais je suis très heureux de vous avoir ici. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. JR here from the FinOps Foundation. Thank you for watching. Please go to FinOps.org if you want to get plugged into this amazing community. And of course, hit subscribe right here on YouTube to get all the future content. Hope to see you soon.